Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h à la une de l'actualité de ce lundi. La route fait 25 morts. Un bus de retour de Touba est entré en collision avec un minibus en partance pour la ville sainte à Sagata. Plusieurs blessés sont acheminés à l'hôpital Ahmed Sahir Mbaye de Louga. Un accident d'une rare violence qui s'est produit au petit matin. Retenu pendant 3 jours à Rosso, Sénégal, des centaines de pèlerins Mouride Rouspet, ils accusent la douane sénégalaise d'être responsable de tous leurs maux. Leurs denrées périssables sont bons pour la poubelle. Pire encore, leurs enfants sont malades. Levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, ses avocats introduisent un recours d'annulation. Ils espèrent que la justice va montrer son indépendance dans ce dossier. Également au menu, la page internationale, l'actualité sportive et la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous. 25 passagers sont morts sur le coup dans un accident sur l'axe Sagata-Darou-Mousti. Un bus de retour de Touba est entré en collision avec un minicar en partance pour la ville sainte. L'accident s'est produit aux environs de 6 heures du matin. Plusieurs blessés ont été acheminés à l'hôpital Ahmed Sahir Mbaye de Louga. Suivant les explications du gouverneur de la région de Louga, Alioune Badara Mbang, est au micro de Omar Kairé. Vraiment, j'ai le regret d'annoncer un terrible accident qui s'est produit ce matin aux environs de 6 heures, impliquant 3 véhicules. Le premier véhicule est un bus tombé en panne et mal garé le long de la chaussée. À la borne numéro 20, kilomètre numéro 20, en quittant Kébémer pour se rendre à Touba. Les 2 autres véhicules, le premier est un bus qui faisait donc le trajet Touba-Kébémer, à bord duquel il n'y avait que le chauffeur et son apprenti. Et l'autre véhicule, c'est un mini-car qui faisait le sens inverse, c'est-à-dire de Kébémer vers Touba. Donc, certainement les 2 véhicules, en voulant éviter le bus, se sont télescopés frontalement et que sur le champ, il y a eu donc 25 personnes qui sont décédées sur le coup. Toutes ces 25 personnes-là ont été acheminées ici au niveau de l'hôpital régional de Louga, ici à la morgue. Au moment où je vous parle, 8 d'entre elles ont été déjà identifiées. Le reste ne le sont pas encore. C'est la raison pour laquelle on voulait lancer un appel à tous les parents, certainement à qui leurs proches avaient dit qu'ils allaient donc se rendre à Touba vers 6 heures du matin, ou bien hier nuit, à partir de Richard Toll, donc de venir se rapprocher de l'hôpital régional de Louga pour s'enquérir donc de cette situation-là. Plus de 120 voitures venant de la Mauritanie en partance pour Touba sont depuis 3 jours immobilisées dans la commune de Rosso au Sénégal par la douane sénégalaise. Très remontée, ces pèlerins qui voient leurs aliments pourrir et leurs enfants tomber malades risquent de rater le Magal. Amari Gueye porte leur voix. Il est au micro de Aboukan. Nous sommes là depuis 3 jours, fatigués. Nous avons épuisé nos réserves financières, nous avons épuisé nos nourritures et tout. Est-ce que vous voyez? Nos femmes sont malades, nos enfants, on est en train d'évacuer des enfants depuis ce matin, parce que depuis 3 jours, on n'est pas dans de bonnes conditions. Plus les jours qu'on a fait en Mauritanie avant de venir ici. Ça aussi, c'est lamentable. Nous souhaiterions vraiment avoir un peu de soutien au niveau de nos économies. En Mauritanie, on n'a pas de problème sur la route, depuis le départ. Mais arrivé au Sénégal, on est là, plein de problèmes. On ne parle pas, on ne reste pas assis. Alors nous sommes acculés aussi par certaines personnes. Pourquoi on n'est pas parti? On ne peut pas donner des explications par rapport à ça. Est-ce que vous voyez? C'est très difficile, il faut nous aider. Parce que nos enfants sont malades,
Nos femmes sont là fatiguées. Hein. Nous avons épuisé nos argent. Hein. On n'a plus d'argent de poche et puis, vous voyez, tout se vend ici. Donc il faut nous aider. Nous, on n'est pas des étrangers, on est sénégalais comme nous. Il y a des bagages qui commencent. Des bagages qui sont pourris. Une partie sont vendus hier à Rosso et d'autres sont là en attente d'être vendus ou bien de pourrir. Il faut nous aider. Et il y a des malades aussi. Non, les malades, on est en train de... Je vous ai dit, ce matin, on a évacué des enfants à Saint-Louis. Alors, les femmes sont là couchées parce qu'on n'a pas l'habitude de cette consommation-là. On boit du n'importe quoi, on mange du n'importe quoi. Hein? Alors, vous savez vous-même que la population, quand il y a des étrangers, ils s'en profitent. Alors, on nous vend de la pourriture, de n'importe quoi. On est obligé il y a combien de véhicules? Nous avons 120 voitures avec nous, plus les voitures qu'on n'a pas comptées. Alors, donc, à peu près 130, 140 voitures. C'est un nombre quand même. À moins de 48 heures du Grand Magal de Touba, les pèlerins convergent vers la ville sainte. Les prix ont triplé aux HLM Grand Dakar. Toutefois, les voyageurs se disent prêts à payer la somme exigée pour assister à ce grand événement religieux. Le constat de Mamou Gassama. À quelques heures du Grand Magal de Touba, des musulmans, particulièrement des fidèles mourides, convergent vers Touba. Le déplacement se fait souvent selon les moyens du bord, bus, tata ou autres transports urbains. Au HLM Grand Dakar, le prix du transport est passé du simple au double selon les voyageurs rencontrés. Nous voulons rallier la ville sainte pour répondre à l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais le prix du transport est élevé. Le dimanche matin, les voyageurs payaient 4 000 francs. Mais ce lundi, il faut débourser 5 000 francs pour voyager vers Touba. Nous sommes prêts à tout faire pour assister au Grand Magal de Touba, car Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul est tout pour nous. Même si les chauffeurs nous demandent 2 millions, nous allons payer la somme demandée juste pour partir à Touba. Ce chauffeur du nom de Pape Diop explique les raisons de l'augmentation des prix. La situation dont nous vivons actuellement est difficile, car il y a beaucoup d'embouteillages dans la rue. Nous avons augmenté le prix du transport, car au retour de Touba, nous ne voyons pas de clients. Il exhorte ses collègues au respect du code de la route. De l'autre côté, nous faisons tout pour éviter les accidents. J'exhorte mes collègues chauffeurs de faire le maximum pour les éviter. En temps normal, rallier la ville sainte de Touba n'est pas un problème, mais avec la forte affluence à l'approche de l'événement religieux, c'est tout un calvaire avec les embouteillages. Les voyageurs invitent les chauffeurs à garder leur sang-froid et respecter les passagers pour éviter d'exposer leur vie dans des accidents. Grand Magal de Touba, on en parle toujours. Impossible de parler du mouridisme sans évoquer l'ancienne gare ferroviaire de Louga. C'est là où Cheikh Ahmed Bamba a pris le train pour répondre à l'appel du gouverneur de Saint-Louis, marquant le début de son exil au Marcaire. Au milieu de la longue avenue Samba Khari Cissé se pointe une vieille bâtisse à l'architecture coloniale qui a pour nom la gare ferroviaire de Louga, site qui a marqué l'histoire du Ndiambour parce qu'étant un point de transit militaire au temps colonial, mais à la fois commercial, ce qui va d'ailleurs continuer jusqu'au lendemain de l'indépendance. L'histoire de cette gare est également indissociable à celle du mouridisme. C'est ici que Cheikh Ahmadou Bamba a pris pour la première fois le train pour répondre à la convocation du gouverneur de Saint-Louis. mënta ñàkk ci yoonu murid ndax Moussa Ka bañ na ba da koo leeral dafa ni keroog la yendu gaaru Louga réew mi naa ko tey ngaa fetel jaar mu naan banaa ko keroog la fa jullee salaatu asri di takkusaan inde safinatu bi xayru usri doog a dugg ci saxaar gi doog a dem. Le 10 août 1895, Serigne Touba a été prié de répondre à la convocation du gouverneur de Saint-Louis. C'est le commandant Clerc qui vient le trouver à Mbaké-Bari, où il était en retraite spirituelle. Ils ont quitté le samedi. Le dimanche, ils étaient à Djawal. À Djawal, il y a eu un accrochage entre le commandant Leclerc et le grand marabout. Parce que eux, ils voulaient passer la journée en marchant.
vers 10h, 11h, ils sont venus dire au marabout, tes prières-là, il faut l'accourcir parce que on nous a envoyé, on doit aller. Mais le marabout ne nous a pas répondu, il était en train de faire ses prières et d'écrire. Tisbar, il a fait comme ça. Takusan, le commandant Leclerc était fâché. Il dit au marabout, si tu ne me réponds pas, je vais prendre mes dispositions. Parce que lui, il avait ordre de venir prendre le marabout. S'il y avait une opposition, il n'avait qu'à tirer. Il a dit aux militaires de faire arme à joue pour tirer sur le marabout. Dans quelques instants, on a vu aussi qu'il y avait les gens de Badr, Ahlul Badrin, qui étaient sur le ciel et que les blancs criaient. Ils avaient peur, les chevaux criaient. Il dit, marabout, qu'est-ce que c'est que ça? Le marabout les a dit, si vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, eux, ils ne feront rien. Il a laissé, il a dit donc, comme c'est ça, maintenant tu peux passer la nuit. Accompagné de certains de ses disciples, le vénéré cheikh rejoint Louga. Sur place, il va trouver une foule immense, déterminée à l'accompagner, quitte à affronter le colon. Il a passé la journée ici, sous l'arbre 4. C'est là où tous les disciples mourides, tous les disciples musulmans, c'est là où l'on trouvait le grand marabout, tenant l'arme à la main, voulant faire la guerre sainte avec le colon pour que le grand marabout n'aille pas à Saint-Louis. Cheikh Ahmadou Bamba a pris le train après la prière de Takussan, point de départ de son exil, tant relaté dans notre histoire. Omar Kairé Mbaké, Bari Mbaké, Djolof, deux villages témoins de l'histoire du mouridisme entre celui qui accueille le mausolée de l'ancêtre des Mbaké et celui où Cheikh Ahmadou Bamba a reçu la lettre du gouverneur se cachent des étapes qui marquent le début d'une lignée d'érudits et l'exil de Serigne Touba. Alassane Ba nous en dit plus. L'objectif de notre sitting est assez bizarre, on s'est réveillé. Un élément qui n'est pas encore remplacé. Nous refermons cette page spéciale Magal pour parler politique. Et je vous le disais d'ailleurs en titre, après l'installation de la commission ad hoc à l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, les avocats de la défense ont introduit un recours d'annulation des procédures. Face à la presse, ces avocats disent fonder beaucoup d'espoir sur la liberté de la justice. Voici Maître Seydou Diagne au micro de Abdou Khoudous Diallo. Les violations ont été effectuées par le procureur, les juges et le gouvernement de la République du Sénégal sur une personne en détention arbitraire et au cours d'une information judiciaire. En conséquence, la procédure elle-même est sous le coup d'une annulation évidente. Vous ne pouvez pas initier une procédure en marche de ce que notre Constitution... Toujours dans l'actualité scolaire, des étudiants des écoles privées, ils éprouvent d'énormes difficultés à retirer leur bourse au camp Jérémy. Ces étudiants fustigent l'attitude de l'État qui, selon eux, ne les respecte pas. Ils demandent à ce que le système de paiement soit modernisé au Randong. Le retrait de la bourse à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est devenu un véritable parcours du combattant pour les étudiants des écoles et instituts privés. C'est durant toutes les 2 semaines. C'est très difficile, très difficile. Aujourd'hui, je suis fatigué. Depuis 4 heures du matin, je suis là. Oui, c'est difficile. Il faut qu'ils nous aident. Il faut qu'ils trouvent des autres moyens, un autre moyen pour qu'on puisse récupérer l'argent. C'est trop difficile. C'est trop. Là, on galère. Il y en a qui ont dormi ici. Il y en a qui sont là depuis hier.
il y en a tellement. Et les rangs, il y a des gens qui respectent les rangs, il y en a d'autres qui ne les respectent pas. Et ceux qui sont ici pour régler l'ordre, pour faire l'ordre, ne le font pas. Il nous faut, je ne sais même pas, je ne comprends même pas la situation. Pour retirer cet argent, certains étudiants passent toute la nuit à veiller au moment où d'autres montent sur les arbres et les fenêtres pour accéder au guichet de paiement. Nous venons ici au camp Jérémy à partir de 22h et on a formé des rangs. Il y a le désordre. Le manque de régulation et la corruption sont aussi déplorés par ces étudiants qui, sur leur visage, se lit la fatigue. Les garçons, comme vous le voyez, ils aiment la facilité. Ils viennent 7h, 8h et veulent coûte que coûte prendre avant les autres qui sont là depuis 4h du matin. Ça, c'est anormal, premièrement. Et deuxièmement, la corruption. Les 60 000 nous appartiennent. On ne doit rien couper sur nos 60 000 pour payer quelqu'un pour aller percevoir l'argent pour venir nous le donner. Jamais. On n'acceptera ça, jamais. Tout à l'heure, un gars m'a interpellé pour me parler de ça. Je lui ai dit, moi, je ne vais rien couper de mes 60 000. Révoltés par tous ces mots, ils soutiennent que l'État n'a aucune considération à leur égard. La situation est trop déplorante, quoi. Bon, les étudiants qui sont dans les plateformes, nous voyons que notre situation est mise en mal considération, quoi. L'État, bon, ne nous donne pas le respect dont nous avons mérité. Des étudiants des écoles et instituts privés très remontés contre les autorités étatiques en concluent qu'à ce rythme, le Sénégal ne verra jamais l'émergence. À l'école François Tape de Ziguinchor, la santé des élèves est menacée pour cause des tas d'ordures envahissent l'établissement. Impuissant face à cette situation, les responsables de l'école lancent un SOS. Le directeur Alphonse Diédiou est au micro de Cheikh Tidiane Gomis. Qu'est-ce que nous avons suspendu les cours parce que dès 7h30 quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par une odeur vraiment nauséabonde. Et on ne pouvait pas supporter. Alors nous nous sommes concertés. On s'est dit que devant cette situation, il faut qu'on essaie d'alerter la population par rapport à ça. Parce que nous l'avons tout le temps fait. C'est-à-dire à chaque fois, quand il y a ces problèmes-là, on alerte les cohabitants. Bon, cohabitants, c'est peut dire. Alors, par rapport à cette situation, mais je crois que vous avez vu ce qui se passe là-bas. Et toute la cour avait une odeur vraiment. Et je crois que ça nuit à la santé des enfants. Alors c'est pourquoi on a dit, nous allons suspendre pour pouvoir alerter encore, une fois de plus, ces parents-là par rapport à cette situation. La fois passée, on avait dégagé au niveau du portail, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Et non seulement ça, regardez tout autour. Un garage et tout. Et c'est un danger pour l'école. C'est un danger. Parce qu'à chaque récréation, vous voyez les enfants monter au-dessus des trucs. Et nous sommes obligés de monter la garde pour empêcher ces enfants-là de monter sur les conteneurs. Vous voyez, c'est un danger vraiment. De nous venir en aide parce qu'en réalité, nous ne faisons que sensibiliser. Mais il appartient maintenant aux autorités de prendre des dispositions pour pouvoir nous venir en aide. Retour à Dakar, Sendou, point de ralliement de la communauté marocaine. Les médecins et étudiants ont organisé des journées de consultation gratuites, occasion pour les étudiants de prier pour leurs collègues tués il y a un an à Dakar et de perpétuer une œuvre qui était au rang de ces projets phares. Toutes les spécialités étaient représentées, nous dit Najib Sagna. Les relations entre le Sénégal et le Maroc et la mort du jeune étudiant marocain de 6e année en médecine ont été au centre de la journée de consultation gratuite initiée par l'Association des étudiants et médecins marocains du Sénégal. C'était à Yen ce week-end. Le professeur Gorissis, maire de la dite localité, est revenu sur ces relations. C'est important aujourd'hui que les Marocains, les médecins viennent donc à Yen pour participer à une action humanitaire. Non seulement ils vont donc examiner les populations, ils vont les consulter, ils vont les soigner parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont été donc donnés ou achetés, mais également il y aura un suivi dans les différents hôpitaux que nous saluons en tant que maire de Yen, que la première édition de cette caravane médicale initiée par Voix de l'Union se déroule
au niveau de la commune de Yane. Devant les parents du défunt médecin assassiné froidement par des agresseurs au Sénégal en février 2016, la présidente de l'association Voix de l'Union revient sur ses relations et le contexte. Notre association Voix de l'Union a été créée au lendemain de la mort de notre frère et compatriote Mazin Chakiri pour lui rendre hommage et aussi pour raffermir les liens qui lient le Maroc et le Sénégal. Ce sont des liens qui datent de très longtemps. Donc on va dans ce sens de l'union, comme son nom l'indique, la Voix de l'Union, l'association Voix de l'Union. On va dans le sens du raffermissement, de consolidation des liens entre les Marocains et les Sénégalais. Plusieurs spécialistes ont séjourné à Yenne et continuent de faire des consultations. Les malades qui viennent de plusieurs localités obtiennent gratuitement les médicaments. Rufus Naïsanyara, Télévision Fédérée. À présent, un round-up de l'actualité internationale avec Hassan Gueye. Au Libéria, il est interdit à la Commission électorale nationale de tenir le second tour de l'élection jusqu'à ce qu'elle ait examiné les recours du candidat arrivé en troisième position au premier tour, Charles Brumskin, a déclaré lors d'une audience très attendue le président de la Cour suprême, Francis Kokpor. Dans son arrêt, le juge reproche à la Commission électorale nationale d'avoir fixé une date et préparé la tenue du second tour sans avoir au préalable examiné les plaintes faisant état d'irrégularités et de fraude massive. Au moins 4 civils dont une adolescente ont été tués ce lundi dans le nord du Mali lorsque l'autocar qui les transportait a roulé sur une mine, a indiqué une source militaire. Selon un élu local confirmant l'information, ce sont les djihadistes qui ont posé la mine pour terroriser la population accusée de donner des informations aux forces de sécurité. Un Britannique enlevé au Nigeria a été tué et 3 autres relâchés après des négociations, a annoncé ce lundi le ministère britannique des Affaires étrangères. Les 4 Britanniques avaient été enlevés il y a 3 semaines. Une enquête des autorités nigérianes étant en cours, Londres ne fournit aucune précision sur le décès de l'otage Ian Skir. Nous soutenons les familles des 4 Britanniques qui ont été enlevés le 13 octobre au Nigeria et dont l'un a été tragiquement tué, indique le communiqué du ministère britannique des Affaires étrangères. Nous sommes enchantés et soulagés qu'Alan, Davis et Shirley soient rentrés sains et saufs. Nos pensées vont à la famille et aux amis de Ian, ont pour leur part déclaré les familles des otages libérés. En sport, la génération foot a remporté ce week-end la Super Coupe. L'équipe de Denis Biram Dawa a battu Mbour Petite Côte sur la marque de 2-0. Un compte rendu de Nafia Marfal. 2-0, les Grenats ripostent face aux Pélicans. Battus par ces derniers lors de la finale du tournoi parlementaire, Génération Foot a saisi l'occasion de prendre sa revanche. Pour l'entraîneur Olivier Perrin, l'apport des internationaux recrutés était bénéfique dans ce match. Bon, le premier but est toujours important. Aujourd'hui, on avait un peu plus d'expérience dans l'équipe avec le retour des internationaux. Donc on a réussi à tenir le ballon dans des situations qu'on n'avait pas réussi à le faire la semaine dernière. Et donc de gérer les moments un peu plus compliqués qu'on avait eu la semaine dernière, là on les a beaucoup mieux gérés, je pense. On est dans des matchs de préparation, que ce soit Mbour Petite Côte ou Génération Foot, donc on est dans des matchs, on ne sait pas trop où en sont les deux équipes. Voilà, nous on a fait 3 matchs, 2 tournois de Parlement aujourd'hui, on a fait 3 équipes différentes. Et donc on a fait une belle revue d'effectifs. Pour Mbour Petite Côte, le contenu du match est satisfaisant. Il ne faut surtout pas se tromper d'objectif. Badar Assar. Pour nous, l'important c'est de voir tout le monde à l'œuvre pour pouvoir avoir effectivement un groupe pour peut-être la conquête du championnat et puis essayer de faire une bonne figure lors de la CAF. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, on était devant un adversaire de taille. Des matchs de préparation importants pour la suite. Avant le début du championnat, Génération Foot va jouer le trophée des champions contre Stade de Mbour. Match prévu le 18 novembre prochain. Tournoi international de Ziguinchor, le Jaraaf de Dakar prend la première place. Les Verts Blancs ont battu en finale les Gambiens du Port Authority 1-0. Retour sur les temps forts de la rencontre avec Cheikh Tidiane Gomis. À la fin du match, le Port Authority a eu des regrets après avoir raté des occasions nettes pour tuer le match en première période. Les Gambiens ont eu même le malheur de rater un penalty. En seconde période, le Jaraaf secoué change de stratégie et prend le jeu à son compte.
Cette approche a été payante car les Verts et Blancs marquent un but à la 67e minute et finissent par gagner le match. Objectif atteint pour le staff technique qui était venu pour remporter ce titre. On a atteint notre objectif parce que quand on venait pour participer à ce tournoi, déjà on a dit qu'on va jouer la finale. Alhamdoulilah, on a joué la finale et après on a pris la coupe. Je félicite les joueurs parce qu'ils sont excellents, parce qu'ils ont débuté du début au fin. Je crois que Alhamdoulilah quoi. Alhamdoulilah, je suis très content d'avoir été dans le banc de Jaraaf, mon premier. J'ai pris une coupe, Alhamdoulilah. La première mi-temps, c'était difficile pour nous. Quand on est rentré dans les vestiaires, j'ai parlé avec eux. C'est une finale, c'est un match. Il faut tenir et il faut faire beaucoup d'efforts pour gagner ce match. L'entraîneur de l'équipe gambienne a été séduit du jeu produit par les deux équipes dans cette finale. Son seul regret est que ces joueurs n'ont pas pu saisir les opportunités dans le match. Équipe bi suñ équipe bi play na bu baax a baax ci première mi-temps bi dominé nañ game bi am nañ chance pour score doo score ñu ko ñoom ñu capitaliser second half bi deuxième mi-temps bi dugal bii biñ ci am ñu serré match bi jeex ñu ne jàng nañ ci bari ci loolu noonu. even ñun suñ team bi sax teel a soog a play biñ ñëwee suñ ñetti match yi njëkk a play yëpp it was zero kontaan nañu woon waaye tey moom performance was very good. L'année prochaine, les organisateurs n'excluent pas de donner l'organisation à la Gambie pour abriter la 6e édition. C'est pour nous permettre d'être en communion, d'être dans un même pays. On parle de CEDEAO, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie, c'est un même pays. Vous savez, avec le colonialisme, on a dû faire des frontières qui nous sont séparées. Vous retrouvez les mêmes noms. Regardez la feuille de match, c'est les mêmes noms qui jouent sur le terrain actuellement. Vous avez des Bodian, des Cissé, des Ndiaye, donc nous sommes un même pays. Maintenant, pourquoi ne pas délocaliser le tournoi en Gambie et leur donner aussi une opportunité de voir comment on organise un match de football international. Une chose est sûre, les équipes participantes à ce tournoi se disent satisfaits de la participation et elles ont apprécié l'hospitalité des Ziguinchorois. Cheikh Tidiane Gomis, Ziguinchor pour la radio-télévision Walfadjri. Coup de gueule du président du Casa Sport, Seydou Sané, n'a pas apprécié l'attitude des clubs qui ont désisté à la dernière minute. Le voici au micro de Cheikh Tidiane Gomis. C'est vrai, il s'est joué toujours à Louga, mais avec le promoteur M. Sarr, nous sommes tous bien d'accord d'organiser ça à Ziguinchor en élevant un peu le rang et le niveau. Le rang par rapport à certains pays qui sont limitrophes et qui devraient participer, mais relever aussi le niveau de la compétition. Et vous allez voir aujourd'hui que ce niveau dont je parle comme ça se concrétise dans tous les matchs que vous avez suivis. C'est pour dire que c'est un bon moment de préparatif. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter et remercier d'abord le promoteur Ablaye Sarr d'avoir accepté de se joindre à nous pour organiser cette manifestation. Mais remercier les présidents sénégalais. Quand je dis les présidents sénégalais, c'est-à-dire les présidents des associations, des clubs qui sont venus du Sénégal. Le président Sersek, le président Diop, le ministre Moustapha Diop. C'est le lieu de le remercier pour avoir accepté de venir à Ziguinchor, montrer aux autres Sénégalais qu'à Ziguinchor, on peut jouer. À Ziguinchor, on peut raffermir les liens pour un même Sénégal uni et prospère. Parce que l'unité de ce Sénégal-là, ce n'est pas une déclaration, mais c'est des actions concrètes. Il faudrait que quand on invite des équipes qui sont de l'autre côté du Sénégal, que ces équipes comprennent que nous ne les invitons pas parce qu'elles sont performantes ou quoi, parce qu'on pouvait s'arrêter seulement à des équipes gambiennes, mais c'est juste pour montrer que, au-delà de la passion, nous sommes le même pays et qu'on pourrait trouver des équipes venant du Nord, venir séjourner à Ziguinchor pour raffermir davantage les liens d'amitié, les liens de sportivité. Et montrer qu'au-delà de la simple compétition, nous sommes tous les mêmes Sénégalais et que nous avons été peut-être jugés par l'histoire. D'autres sont au sud, d'autres sont au nord, d'autres sont à l'ouest, d'autres sont à l'est, mais nous sommes tous les mêmes. Et c'est le regret que j'ai, parce que nous avons compté sur certaines équipes qui au dernier moment ont décliné l'invitation et je pense que ça ne milite pas en faveur d'une cohésion nationale. On en
vient maintenant à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Sissé. Bonsoir. Parlons de la présidentielle libérienne. Gare au syndrome kenyan, prévient l'observateur Palga. À en croire le site burkinabé, c'est aujourd'hui que la Cour suprême devrait rendre son verdict dans la plainte formulée contre le premier tour du scrutin par le candidat du Parti de la Liberté, arrivé 3e avec 10% des voix. Même Joseph Boaké, le candidat arrivé 2e à l'issue du premier tour avec 29% des suffrages exprimés, qui devrait disputer le second tour, s'est joint à la contestation du scrutin. Parlons toujours élection, cette fois-ci en RDC, où la présidentielle est prévue en décembre 2018. Jeune Afrique informe que l'opposition rejette le nouveau calendrier électoral et nos confrères de préciser que la commission électorale a annoncé ce 5 novembre un calendrier qui permet au président Joseph Kabila de rester au pouvoir jusqu'au début de 2019, fixant la date de la présidentielle au 23 décembre 2018. De son côté, l'opposition redouble d'ardeur pour demander son départ fin 2017. Cap sur Mali avec Maliweb qui revient sur la gouvernance politique au Mali. Le site affiche à sa une quand nos partis politiques freinent le développement. Selon les journalistes maliens, depuis l'avènement de l'ère démocratique en 1991, les partis politiques ont tels des champignons poussés dans l'arène politique nationale. Le jeu politique aux mains de narcissiques opportunistes est simplement réduit à du pur mercantilisme. Pendant ce temps, le peuple est voué à la misère. Restons toujours au Mali avec Maliweb qui parle d'éducation et pointe à sa une ultimatum des djihadistes pour la fermeture des écoles. Plusieurs établissements scolaires de la région de Mopti ont été fermés la semaine dernière à cause des attaques djihadistes. Mercredi 1er novembre 2017, 8 présumés djihadistes avaient surgi dans la cour de l'école de Djamweli, une localité située à 18 km de Gundaka, dans le cercle de Bandiagara. Les groupes terroristes ont lancé un ultimatum pour la fermeture de toutes les écoles dans le cercle de Mopti. C'est l'école fondamentale du village de Ninago qui a été attaquée, une situation qui contraint des milliers d'enfants à abandonner l'école fondamentale du village de Ninago dans la commune de Fatoma, située à 25 km de Sévaré, a été la cible d'hommes armés non identifiés. Selon les autorités scolaires, les assaillants ont saccagé le matériel scolaire avant de sommer le personnel scolaire à la fermeture de l'établissement et à l'abandon de l'enseignement classique. Aucune victime humaine n'a été déplorée. Les assaillants ont cependant emporté des téléphones portables et des motos. Selon une nouvelle estimation de l'UNICEF, près de 80 000 enfants, rien que dans la région de Mopti, sont hors du système scolaire. Terminons avec IZF qui renseigne qu'au moins 4 civils, dont une adolescente, ont été tués lundi dans le nord du Mali. Cela s'est passé lorsque l'autocar qui les transportait a roulé sur une mine, a appris l'AFP de sources policières et administratives. Ce sont les djihadistes qui ont posé la mine pour terroriser la population accusée de donner des informations aux forces de sécurité, a déclaré un élu de la localité confirmant l'information. À retenir également que les passagers du bus se rendaient à une foire hebdomadaire dans une localité située à quelques dizaines de kilomètres dans Sogo, a appris l'AFP auprès du syndicat des transporteurs routiers de la région de Gao. Il n'y a plus de sécurité pour nous les transporteurs, il y a des attaques de bandits armés ou bien les djihadistes mettent des mines sur notre chemin, a déclaré Oumar Guiré, membre de ce syndicat. A rappelé que le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de djihadistes liés à Al-Qaïda. Les djihadistes avaient été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France, qui se poursuit actuellement. Mais dans des zones entières, dans le nord mais aussi dans le centre du pays, échappe encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'Organisation des Nations Unies, la MINUSMA, régulièrement visée par des attaques malgré la signature d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes dont l'application cumule les retards.
C'était l'édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. L'information se poursuit sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.